En Iran, la République islamique qui célèbre aujourd'hui le 47e anniversaire de la révolution qu'il a portée au pouvoir. Célébration, un mot impossible à entendre pour une grande partie de la population. Le mouvement de contestation populaire débuté fin décembre a été réprimé dans le sang, avec plusieurs milliers de morts confirmés sur place. Après des semaines d'escalade verbale avec les États-Unis, le président Massoud Pezeshkian semble calmer le jeu. Il se dit désormais prêt à toute vérification du caractère pacifique de son programme nucléaire, mais il prévient, il ne cédera pas aux demandes excessives. On va l'écouter. Notre pays, l'Iran, ne cédera pas à leurs demandes excessives. Notre Iran ne cédera pas devant une agression. Mais nous continuons le dialogue de toutes nos forces avec les pays voisins afin d'instaurer la paix et la tranquillité dans la région. Siavosh Ghazi, bonjour, vous êtes à Téhéran. Double message aujourd'hui du président iranien, message de fermeté et de mobilisation de ses soutiens, c'est ce que vous retenez aujourd'hui? Absolument, une mobilisation des fidèles du pouvoir à Téhéran, mais aussi dans de nombreuses villes de province, par exemple à Mashhad, dans la ville de Rasht, dans le nord de l'Iran, dans la ville de Qom, Isfahan, ou encore d'autres villes, des villes qui avaient connu des manifestations importantes durant le mouvement de contestation. Donc une mobilisation des partisans du pouvoir. Sur la place Azadi, dont on voit les images à l'instant, il y a eu un dispositif, une dizaine de missiles balistiques ont été donc présentés, exposés, en plus des drones, des missiles par exemple Emad ou encore Haj Rassem, qui est du nom de l'ancien chef de la force Quds, les gardiens de la Révolution, qui avait été tué par une frappe américaine à Bagdad. Une manière de dire qu'il n'est pas question pour Téhéran de céder sur le programme balistique et sur ses moyens de défense, alors que Israël menace toujours de frapper l'Iran si jamais les États-Unis décident de ne pas attaquer l'Iran, comme cela a été dit par différents responsables israéliens. Message aussi plus conciliant concernant les négociations sur le nucléaire. Que faut-il lire entre les lignes, Siavosh? Effectivement, le message sur le dossier nucléaire est beaucoup plus conciliant. Tout d'abord, le président a déclaré durant son discours que l'Iran était prêt à un accord pour garantir le caractère pacifique du programme nucléaire iranien. Le ministre iranien des Affaires étrangères a dit que l'Iran et les États-Unis, qui ont engagé des négociations vendredi à Oman, pouvaient conclure un accord meilleur que l'accord de 2015, l'accord d'Obama, a-t-il dit. Alors le terme a été choisi exprès, donc un clin d'œil au président Trump, parce que le président américain ne cesse de dénoncer depuis plusieurs années l'accord de 2015, en affirmant que l'ancien président américain Barack Obama avait signé un accord très très mauvais avec l'Iran et que lui va signer un accord dans de meilleures conditions avec l'Iran, donc un clin d'œil au président Trump. Et puis aussi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères qui a affirmé aujourd'hui que l'Iran était disposé à négocier sur le niveau d'enrichissement, sur les stocks d'uranium enrichi, donc avec la partie américaine. Et Ali Larijani, qui se trouve aujourd'hui au Qatar et a rencontré l'émir du Qatar, a dit que si les négociations actuelles avec les Américains donnaient des résultats positifs, l'Iran pourrait négocier sur d'autres sujets avec les États-Unis. Et d'ailleurs, ce qui est important, c'est que alors que au Qatar, l'émir du Qatar a appelé le président Trump peu avant sa rencontre avec le Premier ministre israélien pour parler de la situation et des négociations avec l'Iran. Les contacts diplomatiques se sont multipliés pour empêcher une guerre et donc une attaque américaine contre le pays. Merci beaucoup Siavosh pour tous ces éléments en direct de Téhéran. Place à la double analyse donc avec vous Gauthier Rebinski et Mathieu Mabin depuis Washington. Mathieu, Benyamin Netanyahou est donc une nouvelle fois à Washington. Je crois que c'est la 15e visite en moins d'un an avec un gros morceau donc, c'est l'Iran. Oui, on ne les compte plus, ces visites, effectivement, mais c'est plus qu'une par mois, effectivement, en moyenne. L'objet central de cette rencontre, c'est d'abord l'Iran, évidemment, vous l'avez compris, empêcher Téhéran d'accéder à l'arme nucléaire reste une priorité stratégique
commune. C'est vraiment ce point qui unit les deux hommes. Sur ce point, il n'y a pas d'ambiguïté. Donc, Israël, comme les États-Unis, considère que le seuil nucléaire iranien constituerait un basculement régional absolument inacceptable. Mais derrière cet accord de principe, il y a bien des divergences et des divergences réelles. Et c'est de ça qu'on va parler, évidemment. Donald Trump privilégie une stratégie de pression maximale, mais comme toujours, assortie d'une ouverture tactique à la Trump. L'idée est assez simple. À la Trump, des sanctions renforcées, un isolement diplomatique total, mais toujours la possibilité d'un accord plus dur que celui de 2015 si Téhéran accepte des concessions et des concessions vérifiables, c'est-à-dire des contrôles. Pour y arriver, le président pense qu'un rapport de force économique peut forcer l'Iran à négocier. Benyamin Netanyahou, lui, reste profondément sceptique sur cette question, sans doute parce qu'il connaît mieux la diplomatie iranienne que Donald Trump, d'ailleurs. Sa ligne est assez constante, en fait, et depuis des années, aucun accord ne doit laisser subsister la moindre capacité d'enrichissement susceptible d'être détournée. Et donc, ce qu'il redoute, c'est qu'une séquence diplomatique, même plus stricte, ne fasse que retarder le processus d'enrichissement, mais sans l'empêcher et sans empêcher la militarisation du programme iranien. Deuxième divergence majeure, le calendrier, évidemment. Washington envisage une pression graduée à la Trump, encore une fois, alors que les services israéliens considèrent que l'Iran se rapproche dangereusement du seuil technique. Pour Netanyahou, donc, l'hésitation sera interprétée, encore une fois, comme une faiblesse stratégique par le régime des mollahs. Enfin, il y a la question militaire, évidemment. Les États-Unis veulent toujours éviter une escalade régionale et surtout éviter de se faire entraîner dans des guerres par Israël. Et disons-le, l'état de guerre permanent est sans doute la seule chose qui maintienne Benyamin Netanyahou au pouvoir. C'est aussi pour cette raison que le Premier ministre israélien va exiger des postures plus fermes de l'Amérique, à l'égard des proxys de l'Iran, évidemment, au Yémen, en Irak et bien sûr au Liban. Voilà, en gros, même objectif, mais méthode différente. Gauthier, Mathieu l'a soulevé à juste titre, Benyamin Netanyahou et Donald Trump ne sont pas d'accord, surtout en ce qui concerne l'Iran. C'est un euphémisme. Est-ce que finalement, Donald Trump, il n'est pas en train de s'apercevoir que l'allié israélien n'est pas si conciliant que ça? Expérience vécue par à peu près tous ses prédécesseurs. Ah oui, parce que Netanyahou en a mis des gifles à des présidents américains. Je vous demande pardon parce que je vais répéter la même histoire, mais qui est celle de la colonie de Ma'ale Adumim, non loin de Jérusalem. Et l'année exacte m'échappe, mais Barack Obama, donc président, s'était rendu à Tel Aviv et à Jérusalem et dit en substance à Netanyahou, écoutez, même temporairement, donnez un signal, levez le pied. Et Netanyahou lui dit oui, bien sûr. Obama repart et il est à peine dans la Force One qu'on apprend que Netanyahou a signé un décret d'extension de Ma'ale Adumim. Bon, voilà. Et d'ailleurs, Netanyahou ne s'en est jamais privé, étant absolument certain qu'aucun président américain, quel qu'il soit, qu'il fût d'extrême droite comme Trump, ou progressiste, ou simplement de républicain, ne le lâcherait jamais. Cela étant, et c'est ce que dit Mathieu est tout à fait juste, c'est que les divergences, les différences sont à un certain point, quand il s'agit du seuil, par exemple nucléaire, ou quand il s'agit de savoir si on continue, on fait une nouvelle attaque sur l'Iran, si oui, comment, quelle puissance, quelle intensité ou pas, tout ça, ça n'est pas complètement innocent. Et puis la remarque aussi qui est importante, et qu'a faite Mathieu, c'est Netanyahou. Est-ce qu'il veut vraiment la paix ? C'est ça le problème. Je dirais que, ontologiquement presque, il ne la veut pas parce qu'il y a quelque chose qui a gagné Netanyahou dans les années précédentes, qui est cette forme de messianisme qui est propre à l'extrême droite religieuse, et qui est de dire de toute manière, la paix, c'est un moyen qui nous endort, qui nous relâche. Le génie israélien, entre guillemets, la force juive, ça ne peut être que par l'adversité. C'est pas spécifique à Israël, beaucoup pratiquent ce genre de choses. D'une certaine manière, le régime de Poutine est un peu fabriqué sur cette chose-là, sauf que beaucoup de Russes en doutent sans vraiment oser le faire. Mais là, il y a cette composante-là de type presque, oui, je disais ontologique, c'est-à-dire au fond quelque chose qui relève d'une conviction et d'une croyance. Mais il y a aussi, tout bêtement, et c'est ce qu'a dit Mathieu, par rapport à sa longévité au sein
du pouvoir israélien, le fait qu'il a profité à chaque fois, bien sûr, Netanyahou, quand il y avait des situations tendues, et que jamais la calmie n'a été, pour des raisons à la fois personnelles et, comme je viens de le dire, autres, n'a été sa chose. Mathieu, Donald Trump, lui, on le sait, veut parler aujourd'hui de la phase 2 du plan américain de Gaza, pas Benyamin Netanyahou. Pourquoi ? Qu'est-ce qui bloque ? Alors, pour répondre à Gauthier, je pense que Gauthier parlait tout à l'heure de Ramat Shlomo, c'était en 2010, Gauthier. Alors j'avais quelque chose comme Malé Adoumi, d'accord, pour Gaza. Rectification est faite. Oui. Mais c'est effectivement un épisode absolument essentiel pour comprendre la relation constante, en réalité, entre le Premier ministre israélien et les présidents américains. Il y a une vraie constance, effectivement, de la part de Benjamin Netanyahou, qui n'existe pas par le jeu de l'alternance, forcément, à Washington. Mais pour en revenir à votre question, la deuxième phase du plan américain pour Gaza repose sur plusieurs piliers. D'abord, la transition sécuritaire. Après la phase militaire, l'objectif affiché par Washington est toujours d'installer une administration intérimaire non affiliée au Hamas, appuyée par des acteurs régionaux comme l'Égypte, la Jordanie ou éventuellement les pays du Golfe. Je dis bien éventuellement puisque rien n'est décidé sur ce terrain pour le moment. L'idée étant évidemment d'éviter un vide politique. Mais pour le moment, la Maison-Blanche a l'air préoccupée par bien d'autres dossiers que celui-là et rien n'a vraiment bougé depuis l'arrêt des hostilités. Deuxième pilier, ce que Donald Trump appelle la reconstruction conditionnelle. Dans sa vision, c'est un projet de business international, supervisé par lui, évidemment, qui serait mis en place pour canaliser des fonds étrangers avec des garanties strictes, afin, évidemment, d'empêcher tout réarmement du Hamas. Et c'est vrai que c'est un sujet. C'est vrai que les aides financières envoyées vers Gaza ont très souvent et dans des proportions inquiétantes été utilisées pour convertir ces fonds en armement, en tunnels, en infrastructures militaires. Troisième volet, l'horizon politique. Washington souhaite inscrire cette séquence dans un cadre plus large, potentiellement lié à une normalisation régionale élargie. Les accords d'Abraham, évidemment, encore et toujours. Vous voyez, on est encore vraiment dans le flou. Tout ça, on est encore au stade théorique, puisque sur le calendrier, cette deuxième phase est conditionnée à la stabilisation militaire, évidemment, sur le terrain, mais aussi à une forme de stabilisation de la situation humanitaire. Il faut rappeler la situation humanitaire à Gaza, qui reste absolument désastreuse dans l'enclave. Et donc, elle ne débuterait qu'après neutralisation opérationnelle des capacités majeures du Hamas. Et ça, c'est vraiment un point acquis, cette fois, par le Premier ministre israélien, au gré de la multitude de ses visites à Washington ces derniers mois. Maintenant, là aussi, les divergences avec Netanyahou existent. D'abord, le Premier ministre israélien refuse toute implication de l'autorité palestinienne dans l'immédiat. C'est acquis. Il privilégie un contrôle sécuritaire israélien prolongé. Vous aurez noté qu'on ne parle d'ailleurs plus beaucoup d'une force internationale de stabilisation, comme ça a été évoqué par le passé. Voilà. On peut parler de Gaza, on peut également parler de la Cisjordanie. La Maison-Blanche l'a répété, J.D. Vance, Donald Trump, on ne veut pas d'annexion. Que fait Benjamin Netanyahou ? Il contourne gentiment avec des mesures civiles. Oui, et alors là, on peut être sûr que c'est la Cisjordanie, hein, c'est pas Malé Adoumi. Ça veut dire que, de ce fait-là, l'expérience que va peut-être faire Trump, c'est celle aussi d'une forme de duplicité israélienne, en tout cas de la part de Netanyahou. C'est-à-dire, oui, on suit ce que vous nous dites, et on contourne par des mesures civiles qui aboutissent à la même chose. C'est-à-dire que, au fond, ce que n'aimerait pas Trump et Vance, c'est qu'on leur mette dans la figure une annexion comme on se l'imagine tous, c'est-à-dire avec des troupes, avec des chars, etc. Mais que si un règlement civil permet aux colons israéliens d'acheter un maximum de terre, à ce moment-là, on dira c'est la marche de l'histoire. J'exagère à peine. Et donc, cette duplicité, elle est à la fois une arme, j'allais dire, dans les mains de Netanyahou, qui prouve ainsi qu'il ne se laisse pas impressionner, mais en même temps, il démontre une fois de plus, et peut-être que non, je suis un peu trop optimiste. J'allais dire que l'administration américaine allait se rendre compte qu'il est une partie du problème. Parce que quand on dit qu'il faut effectivement que le Hamas soit désarmé et même éradiqué en tant que force politique, c'est parfait. C'est effectivement ce qu'il faut faire. Mais
le jour où vous aurez un personnel politique israélien qui aura cette idée-là, mais qui sera différent dans ses objectifs et dans la manière dont il conçoit l'avenir, alors là, ça aura encore plus de chances de marcher. À supposer aussi, mais vous voyez, ça fait beaucoup de conditions qu'on ait changé aussi la tête de l'administration américaine. Donc, vous voyez, ça fait beaucoup de vœux adressés au Père Noël. Il reste encore à peu près 3 ans à Oui, Trump, c'est ça. un peu moins, à la Maison-Blanche. Merci Gauthier. Merci Mathieu depuis Washington. Toujours un plaisir de faire cette double analyse avec vous.